Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Hiwarat Hicham. Avec moi aujourd'hui, Monsieur Farhat Mhenni, c'est un politicien algérien, auteur, fondateur et président du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Monsieur Mhenni, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à Hiwarat Hicham. Merci à vous de m'avoir invité et merci aux téléspectateurs qui vont suivre l'entretien. Merci. Comme vous le savez sûrement, beaucoup de gens, même au Maroc, ne connaissent pas très bien la question de la Kabylie. Oui, nous en entendons parler de temps en temps, mais nous manquons d'informations à un niveau plus profond. Pourriez-vous résumer pour nous ce qu'est la Kabylie historiquement et peut-être aussi politiquement, si possible? Écoutez, la Kabylie était un pays indépendant qui avait fait mordre la poussière plusieurs fois aux Ottomans, à la régence d'Alger, qui voulaient imposer leur domination sur elle, mais la Kabylie est restée indépendante. Et quand la France a envahi ce territoire qu'elle allait appeler plus tard, à partir de 1839, l'Algérie, il y avait des cartes géographiques qui montraient une Algérie française à côté d'une Kabylie indépendante. C'est après avoir refusé d'écouter Tocqueville, qui était l'un des penseurs de l'époque de la colonisation et de la démocratie, que la France avait décidé d'annexer la Kabylie à l'Algérie. On parle de quelle année à peu près? C'est en 1857, exactement. Il y a eu une guerre entre la France et la Kabylie, malheureusement, on n'avait pas pu remporter, qui était celle du 24 juin 1857. Mais la Kabylie ne se sentait pas pour autant française ou algérienne. Elle s'était soulevée quelques années plus tard, 14 ans plus tard, en 1871, et beaucoup de gens de cette guerre furent massacrés. Il y a eu la plus grande catastrophe humaine de la Kabylie à l'époque, puisque la Kabylie avait mobilisé 250 000 hommes contre une armée de métiers que la Kabylie n'avait pas malheureusement. Et donc, une fois vaincu sur cette révolte-là, il y a eu déportation des Kabyles vers la Nouvelle-Calédonie, où il y a encore quelques 3000 Caldoches d'origine kabyle, et d'autres sont partis soit vers la Tunisie, plus tard, vers Chem, et bon nombre d'entre eux sont aujourd'hui des Palestiniens. Quelques-uns ont gardé la mémoire de leur passé, et d'autres sont restés, l'ont perdu. Et nous, en Kabylie, donc, nous sommes restés retors à toute domination étrangère, et c'est la Kabylie qui a mobilisé autour d'elle le reste de ses voisins algériens pour mener la guerre d'indépendance, mener le mouvement national d'abord, puis la guerre d'indépendance. Et une fois que la guerre était terminée, la Kabylie s'est retrouvée de nouveau spoliée de sa victoire sur la France, puisque pendant qu'il faisait la guerre, d'autres formaient des troupes, ramassaient des troupes à Oujda et au Bec du Canard en Tunisie pour, une fois la guerre terminée, ils allaient prendre le pouvoir. Donc c'était des militaires et c'est ce qui s'était passé à l'indépendance. La Kabylie s'était insurgée, y compris à cette fois-là, contre la confiscation de cette indépendance. Il y a eu une guerre menée par Hosni Ahmed contre l'Algérie en 1963 jusqu'en 1965. Hélas, la Kabylie sortie d'une guerre et ne pouvait pas en gagner une autre contre les Chiens, une armée fraîchement débarquée. Donc, depuis 1965, la Kabylie est devenue l'ennemi intérieur de l'Algérie. Elle qui avait héroïquement sorti la France se retrouve de nouveau colonisée par la nouvelle Algérie qui essaie de la dépersonnaliser, de la spolier de toutes ses richesses et de ses droits. Donc, nous avons une autre langue qui a été confisquée, qui a été interdite, et notre identité qui a été assimilée
à quelque chose de regrettable. Ouais. Donc, il y a une nouvelle génération qui est la mienne, qui, à partir des années 70, a entrepris de reconquérir sa dignité, la dignité de la Kabylie. Nous avons fait le printemps berbère en 1980, Ouais. et puis nous avons essayé de démocratiser l'Algérie à partir de 82-83. Nous avons créé la première Ligue algérienne des droits de l'homme, et c'est grâce à la Kabylie que le régime du parti unique s'en est allé, était tombé en 1988. Nous croyons, avant cette date-là, avant 88, que Ouais. les Algériens étaient bons et que le régime seul était mauvais. Et une fois que nous sommes parvenus à la démocratisation de façade de l'Algérie, les Kabyles se sont retrouvés complètement isolés. Finalement, le discours de haine du Kabyle, qu'avait déjà déversé la France sur les Algériens, repris par l'Algérie depuis, a fait des ravages dans la société algérienne, et les Kabyles se sont retrouvés isolés. Deux partis politiques démocrates ont vu le jour en Kabylie, le RCD et le FFS. Ils n'ont jamais eu d'audience en dehors de la Kabylie et chez les Kabyles. Donc, de nouveau, on s'est retrouvé face au dilemme d'une existence. Il fallait se débrouiller. Alors, des solutions ont émergé. C'était le fédéralisme, c'était les autonomies régionales. Et quand l'Algérie, en 2001, a franchi le Rubicon en tirant sur nos enfants et en tuant plus de 130 personnes, nous avons décidé qu'il y avait une ligne rouge qui venait d'être franchie. À partir de là, il n'y a plus de contrat national, il n'y a plus d'unité nationale, sachant que les Algériens se solidarisaient avec d'autres peuples en Algérie, à l'étranger, qu'avec le peuple kabyle. À partir de là, nous avons décidé d'opter pour un avenir particulier de la Kabylie. Au départ, nous n'avions parlé que d'autonomie, c'était le MAC, Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie. En 2010, nous avons mis sur pied le gouvernement provisoire kabyle, et dès lors, l'autonomie était dans le rétroviseur. Nous avons dépassé l'étape, et à partir de 2013, nous avons opté officiellement au niveau du MAC par une résolution générale qui a consacré le droit à l'autodétermination de la Kabylie. Sauf que nous sommes un mouvement de libération nationale d'un type nouveau. Nous ne sommes pas des poseurs de bombes, nous ne sommes pas des assassins, nous ne sommes pas des violents, nous sommes des gens. Nous sommes un peuple qui s'appuie sur le droit international, la raison et la démocratie. Voilà notre cheminement, et donc nous voici aujourd'hui devant le monde entier avec une Algérie complètement empêtrée dans ses turpitudes, aussi bien politiques, économiques que sociales, et qui veut tout remettre sur le dos de la Kabylie. Nous sommes l'abside fixation, nous sommes le bouc émissaire de tous les maux d'Algérie, et un discours de haine du Kabyle qui était déjà assez latent durant toutes les 6 années d'indépendance est devenu ouvertement assumé par des agents de l'État. On nous appelle maintenant les zouaves, on nous appelle les collaborateurs de la France, alors que c'était nous qui avons bouté la France hors d'Algérie, et nous sommes l'ennemi vraiment de l'Algérie. Surtout avec la revendication d'indépendance que nous réclamons pacifiquement, le pouvoir algérien n'ayant pas de raison n'ayant pas de moyens de nous agresser, ou de nous mettre au banc de la société, nous a accusés de terrorisme, alors que nous n'avons jamais fait le moindre acte de violence, et nous n'avons aucune intention d'en commettre à l'avenir. Le ministère de la Défense, le 25 avril dernier, avait annoncé qu'il a arrêté un groupe de militants du MAC préparant des attentats. Nous les avions défiés de nous montrer ces 8 personnes, ces 8 militants. Ils ont été chercher un repris de justice dans une prison
pour le présenter comme un vendeur d'armes au MAC, alors qu'il n'avait jamais vendu la moindre arme de sa ville. Donc, tout le monde en lié en Algérie, au-delà de la Kabylie, tout le monde s'engossait. Avec cette, disons, déculottée, excusez-moi l'expression, du régime algérien, ils sont passés à une autre étape en nous taxant d'organisation terroriste sur la base de strictement aucun dossier, aucun fait probant. Donc, et quand le président algérien, qui n'a pas été élu par la Kabylie, a donné une interview dernièrement au journal Le Point, il a déclaré que le MAC a tenté de faire exploser une voiture piégée. Un mensonge total. Donc, nous avons fait un démenti, envoyé un démenti au journal Le Point. Il n'a pas daigné le publier. Nous sommes sur la voie de la justice pour que Le Point insère notre droit de réponse et réponde des dommages et intérêts qu'il nous a occasionnés. C'est globalement. La Kabylie se trouve, pour les Marocains qui ignoreraient où se trouve la Kabylie, elle commence à partir de 30-40 km à l'est d'Alger et s'étend sur 300 km vers l'est jusqu'à Gigel et descend vers le sud à 250 km. Donc la Kabylie a une superficie d'environ 50 000 km et une population de 12 millions au moins. Donc, c'est vous dire l'importance de la Kabylie. Les Kabyles représentent au moins un quart des Algériens. C'est une région homogène qui a ses coutumes, sa langue, ses traditions, qui est un peuple à part, qui n'a strictement rien à voir avec le reste des Algériens, même si nous sommes tous des Nord-Africains. Il se trouve que les Kabyles ont cette spécificité qui dure depuis le temps des Romains déjà. Au temps des Romains, les Kabyles menaient la vie dure aux Romains qui colonisaient l'Afrique du Nord et Takfarinas était l'un de nos héros de l'époque. OK. Merci pour ce résumé. Avant de parler du mouvement pour le MAC, pour l'autodétermination de la Kabylie, j'aimerais revenir sur le point de la guerre pour l'indépendance. Alors, les Kabyles ont participé, mais c'était quoi le but? Faire sortir les Français, mais c'était quoi le but? Est-ce qu'il y avait un agenda? Qu'est-ce qui est arrivé après? Alors, la guerre d'indépendance était l'objectif des Kabyles et uniquement des Kabyles. Les Kabyles n'ont jamais admis leur défaite de 1871 dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, ils sont partis à la recherche d'alliances autour d'eux. Au départ, ils voulaient entraîner derrière eux toute l'Afrique du Nord. Ils ont créé l'étoile nord-africaine, dans laquelle devaient participer aussi bien les Marocains que les Tunisiens. Finalement, les Marocains ont eu un destin à part, les Tunisiens également. Les Kabyles se sont retrouvés à traîner les Algériens derrière eux. Mais pour y arriver, il fallait qu'ils montrent qu'ils ne sont pas que Kabyles, qu'ils étaient Algériens. Donc, ils ont pris un non-Kabyle, qui est Tim Sadi Hadj, pour le mettre à la tête de l'organisation. Toute la militance était Kabyle, mais il fallait un arbre qui cache la forêt Kabyle, c'était Tim Sadi Hadj, qui était un Tinsanien. Et celui-ci était bien en phase avec eux tant qu'il était faible, disons. Le jour où il a rencontré un représentant de la Nahda dans un hôpital en 1939, il a été acquis à la Nahda et on lui a demandé d'abandonner l'affaire berbère et des Kabyles pour ne parler que d'arabo-islamique, d'arabo-musulman en Algérie. Et il y a eu rupture donc de contrat, mais le mouvement continuait. La France avait, dans un premier temps, dissous l'étoile nord-africaine. Ils ont créé le PPA, le Parti du peuple algérien, toujours avec la même structure. Le PPA a été dissous. Ils ont créé
le MTLD après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est durant cette phase du MTLD qu'il y a survint la crise berbériste de 1949, quand les Kabyles ont demandé à Msadi Haj de déclarer à l'avance que l'Algérie n'est pas arabo-musulmane, mais qu'il est arabo-berbère. Msadi Haj et son directoire avaient préféré s'aborder le mouvement indépendantiste algérien que d'accéder à la revendication d'une Algérie algérienne, c'est-à-dire qui fasse place à une identité kabyle à l'intérieur. Et c'est sur les ruines de cette organisation et dans une confusion générale que des Kabyles ont repris l'idée, ils ont engagé la guerre d'indépendance, ils ont forcé le destin. La déclaration du 1er novembre a été rédigée en Kabylie, tirée avec une réunion de Kabylie, et le premier congrès du FLN qui s'était tenu en Kabylie pour mettre sur pied les bases d'un État algérien. Donc les Kabyles croyaient maîtriser le processus et en fin de compte, une fois l'indépendance acquise, ils allaient notamment être reconnus et avoir une existence officielle dans une Algérie indépendante. Donc, ce que j'ai raconté par la suite, c'est qu'à l'indépendance, les armées des frontières stationnées à Oujda et au Bec el-Kanal en Tunisie sont rentrées pour prendre le pouvoir. La Kabylie s'était sentie offensée que elle qui a arraché le pouvoir doivent le céder à des militaires qui n'avaient jamais tiré une balle contre la France et l'ennemi français, se sont révoltés. Et c'est ce qui a fait la guerre de 1963 jusqu'à 1965. Parce que Ahmed fut capturé et la guerre était terminée. Parfait, parfait. Parlons maintenant du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, qui est devenu plus tard le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Comment est née l'idée et pourquoi ce changement de l'autonomie à l'autodétermination? D'abord, pourquoi l'autonomie? Parce que depuis notre défaite en 1965, nous avons tous investi dans la construction d'une Algérie plurielle et fraternelle. Et nous voulions faire une république de pluralité, de respect des droits de l'homme. D'ailleurs, la première Ligue algérienne des droits de l'homme, c'est nous qui l'avions créée en 1984-87. Et nos revendications de l'époque, comme en 1980, c'était juste des revendications linguistiques, identitaires et culturelles. Ensuite, nous sommes passés aux droits de l'homme avec la création de la Ligue algérienne des droits de l'homme, où nous avons été de nouveau arrêtés, traduits devant la Cour de sûreté de l'État et condamnés à 3 ans de prison. Nous avons quand même obligé le pouvoir algérien à créer sa propre Ligue des droits de l'homme pour demander notre élargissement et nous libérer en 87, c'est-à-dire 1 an avant l'échéance de la condamnation. Et donc, dans cette construction, nous nous voyons algériens. Et ce n'est qu'une fois que les élections législatives, les premières législatives pluralistes algériennes, qui se sont déroulées en décembre 91, que nous avons remarqué notre isolement total par rapport à l'Algérie. Le fils avait raflé la mise sur l'ensemble du territoire algérien, sauf en Kabylie où il n'a eu aucun siège. Donc, c'est là que nous sommes de nouveau repartis à l'idée d'autonomie, de langue propre, de fédéralisme. Et chemin faisant, nous avions fait le boycott scolaire en 1994-95 pendant une année, pendant qu'il y avait le terrorisme islamiste, que le pouvoir était aux prises avec le terrorisme. Le pouvoir nous demandait de lutter contre le terrorisme. Nous lui avions dit que, à travers cette grève de la faim, de cette grève
scolaire qu'il y avait d'autres méthodes que la violence pour arracher des droits et que nous ne pouvions pas nous engager dans une lutte sans pour autant qu'il y ait des garanties quant à la fin de cette lutte-là par rapport à la Kabylie. Donc, la grève du Cartable a donné lieu à la reconnaissance de Tamazight comme langue nationale. Au départ, ce n'était pas cela. C'était juste la mise sur pied d'un haut commissariat à la majorité qui a été mis sur pied en 1995 à la veille des élections présidentielles de 1995. Et ensuite, nous avions tous remarqué qu'il n'y avait strictement rien de changé par le statut qui était plus ou moins accepté de langue algérienne, disons, à travers le Haut Commissariat à la majorité. Et c'est à l'assassinat de Matou Blounès par le pouvoir algérien en 1998 que ces revendications seront devenues un peu plus récurrentes. Et quand le pouvoir algérien a tiré sur nos enfants, il fallait réagir. Donc, nous avons opté pour le statut d'autonomie régionale. Parce que l'investissement précédent, depuis 1965, était un investissement algérien, politiquement algérien. Donc, demander une indépendance ou l'autodétermination, à l'époque, c'était tombé, même pour des Kabyles, de la planète Mars. Ouais. C'est pédagogiquement bien joué dans la mesure où cela nous a permis de reconstituer une conscience nationale, de reconstruire une solidarité nationale intra-kabyle et d'aller de l'avant. Ce n'est qu'une fois que cela était advenu que nous sommes passés à une autre étape. C'est juste parce que nous avons voyagé entre-temps. Nous avons connu ce que sont les autonomies régionales. Il y a des pays où peut-être ça réussit, mais ils sont rares, les peuples sous autonomie régionale qui sont heureux. Okay. Donc, pour nous, il était impensable, en tout cas pour la Kabylie, qui fait 12 millions d'habitants et qui fait, disons, elle est plus grande que plus de 63% des pays à travers le monde et plus peuplée que plus de 36% des pays à travers le monde. Donc, nous nous sommes dit qu'il est impossible de continuer à piéger l'avenir de la Kabylie en allant dans un statut qui va forcément la pousser à la révolte encore à l'avenir. Donc, nous sommes passés au stade d'autodétermination à partir de 2013. OK, parfait. Là, vous êtes le président du gouvernement provisoire kabyle, un gouvernement provisoire autoproclamé sous la forme d'une association formée à Paris par le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie et vous visez à déclarer l'indépendance de la Kabylie. Pouvez-vous nous donner un aperçu de vos activités? Par exemple, rencontrez-vous des chefs d'État, des hommes politiques du monde? Bénéficiez-vous d'un soutien politique? Je voudrais juste rappeler des choses. Okay. Connaissez-vous un gouvernement provisoire de par le monde et de par l'histoire qui ne soit pas autoproclamé? Tous les gouvernements provisoires à travers le monde sont autoproclamés. Moi, je ne demande qu'une chose, c'est qu'il y ait des élections en Kabylie libres, de telle sorte que l'on puisse désigner un président pour la Kabylie. Nous sommes des démocrates et nous nous inclinons devant le choix des urnes souverains du peuple kabyle. Il n'y a aucun problème là-dessus. Deuxièmement, nous ne sommes pas une association déclarée à Paris. L'ANAVAD, le gouvernement provisoire kabyle, est de fait un État sans statut, mais qui revendique à une reconnaissance, qui aspire à une reconnaissance internationale. C'est le cas de tous les gouvernements provisoires de par le monde. Rappelons que le GPRA, le gouvernement provisoire de la révolution algérienne, avait procédé de la même façon, sauf que lui,
il utilisait des méthodes beaucoup plus expéditives et beaucoup plus violentes que les nôtres. Sinon, nous sommes dans la légitimité du droit international et nous ne dépendons pas du droit français, la navale, et de droit kabyle, et de nul autre droit que le droit souverain du peuple kabyle. Mhm. Alors, les actions que nous avons menées, oui, nous avons rencontré beaucoup de premiers ministres, de ministres, de membres du gouvernement. Nous n'avons pas rencontré de chefs d'État escalité par juste la volonté de ne pas en créer d'incidents diplomatiques avec l'Algérie. Mais disons que nous avons énormément de sympathie à travers le monde, de chancelleries qui considèrent le droit du peuple kabyle à l'autodétermination comme étant légitime et sacré. Mais est-ce qu'il y a aussi un soutien sous forme des garanties ou il y a juste la sympathie? Les garanties ne peuvent jamais exister en politique. C'est selon les conjonctures dans lesquelles les événements se déroulent. Nous sommes respectueux de la prudence de chacun et des conjonctures qui obligent les uns et les autres à momentanément taire leur soutien officiel. Mais quand on rencontre des membres du Parlement européen, quand on rencontre des membres d'un gouvernement, qu'il soit italien, espagnol ou belge, ou même des parlementaires allemands, ou en Suède, nous avons rencontré énormément de monde depuis que nous existons, comme j'ai été reçu personnellement au département d'État américain, comme au niveau du Parlement canadien et du gouvernement québécois notamment. Parfait. Nous souhaiterions que le Maroc fasse le pas, lui aussi. Nous sommes un peuple frère que le Maroc gagnerait vraiment à soutenir. OK. En 2012, vous avez visité Israël et vous avez exprimé votre soutien et votre solidarité avec l'État juif. Vous avez dit que la Kabylie et Israël se trouvent tous deux dans un environnement hostile. Les deux pays partagent en quelque sorte le même chemin, mais Israël existe déjà. C'est la seule différence. Nous sommes maintenant en 2021. Est-ce que vous tenez toujours à cette déclaration? Écoutez, nous ne sommes pas des hommes politiques, que ce soit des politicards qui changent de position en fonction de la conjoncture, bien que les conditions changent bien entendu, mais le principe de l'existence de l'État d'Israël, nous ne le remettons pas en cause. Nous sommes tout à fait d'accord à ce que les Palestiniens puissent disposer de leur État, mais nous ne sommes pas là pour dénier à qui que ce soit le droit d'exister. Et je salue d'ailleurs la sage décision de Sa Majesté le roi du Maroc de normaliser ses relations avec Israël ces derniers temps. OK. J'aimerais que vous nous parlez un peu du peuple kabyle. Là, vous parlez de 12 millions, un quart de la population algérienne, mais on aimerait savoir plus sur la lutte de ce peuple-là dans un environnement arabisé, islamisé, la lutte pour protéger l'identité, la langue, la culture, l'histoire amazigh. Les Kabyles, après 1965, sont rentrés dans leur coquille et rasé même les murs. Se dire Kabyle, c'est être accusé de séparatisme aussitôt. Et traduisible devant la cour martiale pratiquement. Wow. Donc, il y a eu enclenchement sur d'une lutte plutôt, d'une lutte culturelle. C'est ainsi que Dabei Nouva avait qui dire un mouvement de la chanson moderne
était né et porté avec Mouloud Mamri, qui était un père spirituel gigantesque, qui avait conçu la grammaire mazir, qui avait conçu même le dictionnaire moderne, le lexique moderne, et qui avait essayé d'enseigner, même en période de Boumedienne, du berbère à l'université d'Alger. J'ai été personnellement l'un de ses élèves. Donc, il y avait cette résistance-là, et Alger, comme il se trouve à vol d'oiseau de la Kabylie, l'université d'Alger était pleine de Kabyles. Et la Kabylie est une très grande pourvoyeuse d'étudiants pour l'université d'Alger. À tel point que la Kabylie, Alger, la capitale, se kabylisait, surtout avec la nouvelle chanson moderne de Veve Nouva à partir de 1972-73. Et c'est ainsi que Boumedienne et ses conseillers avaient enfin décidé de créer des universités à Tizi Ouzou et à Bougie, de telle sorte à ghettoiser les Kabyles et ne pas envahir et ne pas kabyliser la capitale. Et c'est grâce à cette université de Tizi Ouzou que les étudiants kabyles se sont retrouvés tout seuls, ont fait le 20 avril, en invitant Mouloud Mamri pour une conférence qui a été interdite, et ça a été le déclenchement d'une révolte qui a duré pratiquement 3 mois. Depuis, ce sont des luttes à travers des revues, à travers la production culturelle, à travers du cinéma, du théâtre et de la poésie, de la littérature. C'est ça qui a fait notre force à un moment donné, même si la répression n'avait jamais baissé. Je rappelle qu'entre 1980 et 1985, en 5 ans, il y a eu 36 fois les troupes algériennes qui ont été mobilisées, envoyées vers la Kabylie pour empêcher une grève générale, une marche, un meeting ou une autre action sociale de protestation de la Kabylie. Donc, c'est à partir de 1989, il y a la démocratisation. Il y a 2 partis qui sont sortis de la Kabylie, le RCD et le FFS. Malheureusement, ils se faisaient plus la guerre entre eux qu'ils n'en faisaient au régime ou aux autres. Donc, la Kabylie s'est retrouvée un peu divisée. Et il a fallu le boycott scolaire pour réunifier de nouveau la Kabylie. Et après le boycott scolaire, il a fallu l'assassinat de Maître Moulas pour de nouveau réunifier la Kabylie. Et en 2001, la Kabylie était quasi complètement unie derrière l'Arache, une structure ancestrale qui était la nôtre, pour arrêter les fusions de sang et faire s'exprimer la Kabylie. Et c'est dans le chaud des événements de 2001 que nous avons fait la déclaration le 5 juin 2001 pour appeler à une autonomie régionale. OK. Là, quand je vous entends parler, tout semble légitime. Pour moi, là, je ne suis pas un expert, mais ça me semble légitime. Mais quels sont les contre-arguments qui sont offerts par l'opposition à votre cause? Il y a sûrement des contre-arguments. Aucun. Le seul contre-argument qu'ils disent est qu'on ne peut pas diviser un pays. Il n'y a pas d'autre argument que celui-ci. Mais regardez, les Kabyles, je vous l'ai dit tout à l'heure, sont considérés comme des zouaves, comme des collaborateurs, comme des traîtres, comme des diables, comme des sataniques. Mais en même temps, on ne veut pas qu'ils se séparent de l'Algérie. Jusqu'à moins que la Kabylie pose un réel problème. Elle pose un problème à l'Algérie, aussi bien sur le plan démocratique que sur le plan d'unité nationale. Tant qu'il y aura des Kabyles, il y aura toujours une menace sur l'unité nationale. Pourquoi traîner ce boulet éternellement? Ceux qui refusent l'indépendance de la Kabylie, probablement qu'ils croient que si les Kabyles qui sont en train, depuis 1962, de faire
fonctionner l'État algérien, l'administration. S'ils devenaient indépendants, ils vont redevenir les maîtres de toute cette étendue. Nous voudrions leur garantir la tranquillité quant à cela. La Kabylie n'a pas d'ambition impériale ou hégémonique. Elle veut juste vivre en paix avec elle-même et avec ses voisins, qui seront les Algériens. Donc, il n'y a pas d'argument à proprement parler qui ne soit officiellement opposé. D'ailleurs, nous demandons un débat officiel avec les représentants de l'Algérie sur la question kabyle. Est-ce qu'il n'y avait pas de débat avant? Est-ce qu'il n'y avait pas des négociations, genre discussions? Le pouvoir a négocié à 3 reprises avec les Kabyles. En 1965, avec la guerre du FFS, alors que le FFS n'était pas reconnu, Hassan el-Ahmed était accusé de séparatisme et de sécession. En 1994-95, avec le boycott scolaire, même si le mouvement culturel berbère, le MCD, n'était pas reconnu, le pouvoir a négocié. J'ai mené moi-même la délégation du MCD au palais du gouvernement algérien. Et en 2001, quand il y a eu le printemps noir, avec les fusions de son, même si le pouvoir ne reconnaissait pas les arches, il a été contraint de négocier avec eux. Donc, le refus de l'officialité, de la reconnaissance officielle d'un mouvement n'est pas une barrière pour des négociations plus tard. Mais comme débat, jamais. Okay. Les Algériens préfèrent, les autorités algériennes ont préféré dans un premier temps jouer à l'autruche. Je n'ai rien vu, le MAC n'existe pas, c'est une minorité. Et quand nous sommes devenus majoritaires, ils nous traitent de terroristes. Voilà comment la situation on est arrivé là. Et les discussions ces derniers temps qui se font sur des plateaux à notre détriment, sans nous faire participer à ce débat-là, c'est de nous traiter de n'importe quoi pour valider les thèses officielles d'une Kabylie terroriste. Ce que la Kabylie n'a jamais été depuis 1967. OK. Le régime algérien prétend être pour le droit des peuples à l'autodétermination. C'est ce que le régime prétend. Mais quand il s'agit de la question de la Kabylie, il semble changer complètement d'avis. Et ça, est-ce que vous voyez ça comme un genre d'hypocrisie? Pas seulement d'hypocrisie, ça veut dire que le régime algérien ne sait pas ce qu'il veut. Le droit à l'autodétermination, le soutien au peuple qui aspire à l'autodétermination est inscrit dans la nouvelle constitution à l'article 32. Et quand il s'agit du Polisario ou du Hamas, l'Algérie envoie des fonds, des armes et des soldats pour les soutenir sur le terrain. Mais nous, qui n'avons ni armes, ni soldats, ni quoi que ce soit, ne sommes considérés comme des terroristes. Ils nous refusent le droit à nous pour l'exercice de l'autodétermination. Il y a non pas de l'hypocrisie de sa part, mais des calculs. Pour la Palestine, c'est juste parce que l'Algérie a été abreuvée à l'antisionisme depuis sa naissance et que pour le Polisario, il y a des intérêts d'hégémonie, une question hégémonique sur l'Afrique du Nord de la part de l'Algérie qui voudrait empêcher le Maroc de le devenir. Donc, le soutien au Polisario et à Hamas répond à des intérêts stratégiques de l'Algérie et non pas à des principes reconnus universellement comme celui du droit à l'autodétermination. Okay, alors deux poids, deux mesures. Changement de sujet. Comment pouvez-vous expliquer que malgré que l'Algérie soit un pays producteur du gaz et du pétrole, il se trouve, on dirait, toujours dans une situation économique difficile?
sur le plan économique, l'Algérie a dilapidé les richesses du Sahara. Il y a l'uranium, il y a l'or, dont on ne parle pas, et qui sont plutôt exploités pour l'uranium de manière clandestine en collaboration avec une puissance étrangère. Et il y a l'or qui va dans des poches privées. D'ailleurs, l'ancien président de la Banque d'Algérie, M. Haj Nassar, avait fait une déclaration il n'y a pas si longtemps, disant que c'est quand même étrange. En 5 ans, les réserves d'or de l'Algérie n'ont pas bougé. Cela veut dire quoi? Est-ce que les mines ne produisaient plus? Non, les mines produisaient plus qu'il n'y en avait auparavant. Donc, économiquement, l'Algérie est une vache à lait des militaires et des tenants, des dignitaires du régime. Quand on a dit qu'il y a eu 2000 milliards de dollars qui ont été dilapidés en 20 ans, en fait, il y a 5 000 milliards de dollars qui ont été dilapidés. Ce n'est pas 2000 milliards. Donc, l'Algérie n'a jamais voulu encourager le travail et le capital de telle sorte que ceux qui vont acquérir des richesses n'aient plus les moyens d'imposer une vision politique de l'Algérie. Donc, il fallait appauvrir l'Algérien, dilapider son économie, la saboter même, de telle sorte à ce que les richesses restent l'apanage et le monopole du régime qui les distribue comme il le veut, en forme de corruption des élites notamment. OK. Est-ce qu'il y a des raisons psychologiques autres que politiques pour comprendre les difficultés de communication entre la classe politique algérienne et marocaine? Pourquoi il n'y a pas de... On dirait qu'ils ne veulent pas, ils veulent pas parler. Le Maroc et l'Algérie ne peuvent pas s'entendre. Ne pourront pas s'entendre. En tous les cas, les Algériens n'accepteront des Marocains que soumis au diktat algérien. Donc, tant que le Maroc a des velléités et potentialités et la volonté d'être indépendant et d'imposer un modèle de société qui soit celui de la liberté, il génère l'Algérie qui se veut une hégémonie uniquement dictatoriale et militaire. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des signes négatifs que la relation entre le Maroc et l'Algérie peuvent aller au pire, c'est-à-dire une guerre? Cela a déjà eu lieu entre 63 et 64. Cela pourrait de nouveau l'être, mais le monde a changé entre-temps. L'Algérie préfère faire la guerre au Maroc par polysalieux interposés. Proxy. Il est là pour le soutenir de toutes ses forces. Le monde aujourd'hui n'accepte plus les guerres épuisantes comme qui soient longues dans le temps. La dernière guerre épuisante qui a été laissée s'épuiser elle-même, c'était celle entre l'Iran et Saddam Hussein, l'Iran. 8 ans. C'est de guerre-là que la guerre s'était terminée. Il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu. Et engager une nouvelle guerre aux portes de l'Europe entre l'Algérie et le Maroc fera nécessairement intervenir l'Europe dans ce genre de conflit et personne n'aura l'avantage de la guerre. Donc, disons que même si il y a des velléités de l'Algérie, des menaces qui ne sont pas voilées par ailleurs, l'Algérie, je ne pense pas qu'il ait les moyens d'aller au bout de sa logique. Ni les moyens politiques, ni les moyens diplomatiques, ni les moyens financiers, puisque aujourd'hui les caisses de l'État sont vides et le pétrole va de plus en plus, comment dire, être réduit au niveau de son prix, diminuer de son importance sur le plan géostratégique. Donc l'Algérie est désarmée face au Maroc
pour l'avenir. OK. Dernière question. Comment voyez-vous l'avenir proche et lointain de la Kabylie? L'avenir proche, c'est cette Algérie nouvelle dont nous parle Tebboune, qui est pire que toutes les Algéries que nous avons connues jusqu'ici. C'est un cauchemar. Il y a ordre donné de mettre des militants politiques kabyles en prison. Qu'ils soient indépendantistes ou non, hein, même ce qu'on appelle des hirakistes sont jetés en prison indistinctement. Le seul critère, c'est qu'ils soient kabyles. Voilà sur la base de quoi on arrête en Algérie. Donc, il y aura une période nécessairement assez difficile que nous allons traverser. Mais la Kabylie sera indépendante. Nous comptons sur le droit international, le soutien de l'ONU et des organisations internationales pour que cet exercice se fasse dans les conditions de souveraineté populaire la plus totale et qu'il y ait transparence sous les auspices des Nations Unies. Monsieur Farhat Mehni, merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps. Merci à vous également. Merci à tous et à bientôt.